Le président Bush affirme que son seul souci, c'est la sécurité des Américains. Mais après l'attentat du 11 septembre 2001, l'administration républicaine a fait fi de cette sécurité. Elle a dit aux habitants de Manhattan qu'ils ne couraient aucun risque. En réalité, le nuage dégagé par l'attentat contenait de l'amiante et de la dioxine. J'ai passé sur le site ce matin et parfois l'odeur est terrible. Je comprends les gens. On la sent et on se dit il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec cette odeur. Mais ce qu'on me dit, c'est que ça n'est pas dangereux pour la santé. Madame, Monsieur, bonsoir. Kerry ou Bush, Bush ou Kerry, l'Amérique et le monde entier se passionnent pour l'issue d'un duel qui pourrait avoir une influence considérable sur la vie des habitants de toute la planète dans les années à venir. Mais pour des milliers de New-Yorkais, c'est trop tard. Ils sont déjà victimes du cynisme et de l'incompétence de l'administration du président Bush. Les attentats du 11 septembre 2001 ont provoqué un grave sentiment d'insécurité chez les Américains. Et on a de la peine à comprendre en Europe pourquoi tant de citoyens des États-Unis continuent de soutenir la politique du président Bush si on ne prend pas cet élément en compte. Le locataire de la Maison-Blanche le sait bien et il ne manque pas une occasion de rappeler les terribles événements du 11 septembre. Mais il y a le symbole et il y a la réalité. En même temps que le président Bush clamait qu'il luttait pour protéger la vie des Américains, son administration trompait les New-Yorkais. Après l'effondrement des 2 tours du World Trade Center, l'Agence pour la protection de l'environnement a affirmé que l'air de la ville était sain alors qu'il contenait de nombreux toxiques. Mais Manhattan, c'est le poumon financier des États-Unis et il fallait que Wall Street rouvre. La santé et la sécurité des citoyens n'a pas pesé lourd dans la balance. C'est une enquête exclusive de Jean-Philippe Seppi et de Michel Heiniger. Au début, ce n'était qu'une toux. Ils l'ont appelée la toux du World Trade Center. En 6 mois, les gars sont devenus tellement malades qu'ils ne pouvaient plus travailler et qu'ils ont dû aller à l'hôpital. Dès la première année, il a fallu mettre des pompiers en retraite anticipée. Il y a eu une telle quantité de toxiques relâchés dans l'air à cause de l'écroulement des tours et de l'incendie. Ces toxiques ont eu un effet de synergie entre eux. Et nous ne savons pas quels seront leurs effets sur la santé humaine dans plusieurs décennies. 10 mois après l'attaque, j'ai contracté une pneumonie. Et c'est sans compter les lésions pulmonaires permanentes. Scarification, calcification et déficience totale d'une partie de mes poumons. Je ferai donc ma vie entière avec des poumons endommagés. Ce qui est arrivé à tant de gens doit être qualifié de désastre sanitaire. C'est un désastre sanitaire parce que les gens sont extrêmement affectés et parce que leurs symptômes persistent même 3 ans après les faits. J'ai très peur de ne pas avoir longtemps à vivre. De mourir soit de problèmes pulmonaires, soit à cause du cancer, pour avoir inhalé des poussières et la fumée de l'incendie. The dust and the fire. « 11 septembre 2001, 8h46. Richard Mulhern, un électricien en télécommunications, s'approche de son chantier de Wall Street, tout près du World Trade Center. La première chose que nous avons remarquée, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui couraient vers le sud, vers Broadway. Et on ne savait pas pourquoi les gens couraient sans survêtement de sport. On n'a pas vraiment fait attention. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait plein de papiers qui volaient et qui retombaient dans la rue. La première chose que j'ai dite à mon collègue, c'était « Est-ce qu'il y a un défilé aujourd'hui et on ne nous a rien dit ?» Finalement, je suis descendu de mon camion et j'ai arrêté une dame. Je lui ai demandé « Excusez-moi madame, pourquoi est-ce que vous courez ?» Et elle m'a dit « Le World Trade Center vient de sauter. » Au même instant, Ariel Goodman, une femme d'affaires, est dans son appartement au 28e étage d'un immeuble qui fait face aux tours.
J'étais au téléphone avec ma mère. Elle m'avait mise en retard ce matin-là. J'ai entendu une énorme explosion, j'ai regardé et j'ai vu que mon bureau était en feu. Je pouvais compter les étages et j'ai compris qu'il était en flammes. George Dinos est en classe d'histoire dans l'école la plus prestigieuse de New York, Stuyvesant. Le lycée n'est qu'à 4 pâtés de maison du World Trade Center. Je me rappelle que la leçon se déroulait comme d'habitude. Et à un moment donné, on a entendu un gros bruit dehors. Notre professeur est allé regarder par la fenêtre. Elle a vu qu'une des tours était en feu. Le deuxième avion venait de frapper. Et là, on a réalisé que ce n'était pas un accident, mais une attaque terroriste. Le juriste Robert Gulak, qui travaille pour la commission de contrôle de la bourse, est assis à son bureau du numéro 7 World Trade Center, qui fait face à la tour nord. La boule de feu de la deuxième explosion a atteint l'immeuble dans lequel nous nous trouvions. À ce moment, on s'est rué vers les portes en essayant de sortir le plus vite possible. Il y a eu un horrible grondement. J'étais à 2 pâtés de là, il y avait des cris, les gens ont commencé à courir, c'était le chaos. Et juste au bruit, on savait que quelque chose de terrible allait arriver. Jack Ginty est un des pompiers les plus capés de New York. Quand le premier avion s'écrase dans la tour nord, Jack est un des premiers à rejoindre les secours. J'ai entendu gémir quelqu'un à ma gauche. J'ai crié, on a cherché d'où ça venait. J'ai réussi à me frayer un chemin et lorsque j'ai appelé, la personne m'a sauté dessus. Il était hystérique. Je lui ai dit « Calmez-vous, j'ai réussi à parvenir jusqu'ici, donc nous pouvons ressortir. Mais si vous ne vous calmez pas, on va mourir. Alors calmez-vous. » On a réussi à ressortir du World Trade Center, mais il était encore en état d'hystérie. Alors j'ai trouvé une ambulance et je lui ai dit de monter. Et c'est à ce moment que la deuxième tour s'est écroulée. J'ai été enterré là-dessous entre 40 minutes et 1 heure. J'ai réussi à creuser un passage pour ressortir. Nous étions 5 équipes et tous ceux qui étaient avec moi ce jour-là sont morts. L'écroulement des 2 tours relâche dans l'atmosphère la plus grande quantité de composants toxiques jamais observés aux États-Unis. Tout le monde courait pour se protéger. On courait pour trouver un abri. Mais avant qu'on s'en rende compte, on était couvert de suie, de cendres, de crasse, de cailloux. On voulait sortir de là le plus vite possible, mais ça vous rattrapait comme ça. La poussière et la fumée de l'incendie qui pénètrent dans les poitrines contiennent des toxiques redoutables pour la santé. Entre 400 et 1000 tonnes d'amiante, plusieurs tonnes de dioxine, toutes deux hautement cancérigènes. Mais aussi du plomb, du mercure et de la fibre de verre. Près de 400 000 personnes y seront exposées à plus ou moins long terme. Il y avait plus de 30 cm de débris, de ciment, de verre, d'amiante. On savait que ce n'était pas bon pour la santé. Mais nous étions prêts à prendre ce risque pour tenter de sauver les gens qui avaient été piégés là-dedans. C'est terrible. Les dommages sont terribles. Tout le monde fait le maximum pour sauver le plus de gens possible. Ce sera un effort de longue durée. La panique qui suit les heures de l'attentat gagne également le commandement des pompiers et des sauveteurs. Les masques à oxygène sont insuffisants et inadaptés. Les recommandations données par les médecins du corps des pompiers sont inutiles. Les pompiers ont le meilleur équipement de respiration de la planète. Seulement, c'est prévu pour combattre un incendie. On ne peut le porter qu'entre 8 et 15 minutes seulement. Ça pèse aussi 12 kilos.
Et ça nous a pris des jours, voire des semaines pour obtenir les systèmes de respiration que nous recommandons. Quand ils sont arrivés, il y a eu des problèmes quant à leur utilisation. Ils sont faits pour le milieu industriel, hospitalier ou environnemental. Ils ne sont pas faits pour une opération de sauvetage. Il n'existe pas de système adapté à ce genre de situation. Résultat de cette confusion, rares seront les pompiers à porter des masques dans les premières semaines des opérations de sauvetage. Je crois que le deuxième jour, on a reçu des espèces de masques de dentistes, des masques en papier perforé. Et puis ils nous ont dit que l'Agence pour l'environnement faisait des relevés et que la qualité de l'air était bonne et qu'il n'y avait aucun danger à travailler dans cet environnement. Le 13 septembre 2001, en effet, 2 jours seulement après l'attaque, l'Agence fédérale pour la protection de l'environnement, l'EPA, délivre son premier communiqué. L'agence a appris avec grand soulagement qu'il ne semble pas y avoir de poussière d'amiante à un niveau significatif dans l'air de New York. Il y avait toujours du brouillard. Et chaque fois qu'on passait à côté du site, il y avait une odeur. Ce n'était pas une odeur normale, c'était une odeur toxique et chimique. J'ai passé sur le site ce matin et parfois l'odeur est terrible. Je comprends les gens. On la sent et on se dit il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec cette odeur. Mais ce qu'on me dit, c'est que ça n'est pas dangereux pour la santé. L'Agence pour l'environnement avait tort de dire que l'air était sans danger un jour ou deux après l'attaque. Qu'ils aient eu des données ou pas, nous savons qu'en toutes circonstances, chaque fois qu'un bâtiment s'écroule, qu'il y a une explosion, un incendie, nous savons qu'il y aura de l'amiante en quantité dangereuse. Les informations officielles sur la qualité de l'air sont rassurantes. Richard Mulhern se remet au travail. Un travail crucial puisqu'on estime qu'1 minute de coupure téléphonique avec Wall Street coûte $1 million. Nuit et jour, c'est lui qui va reconnecter le réseau téléphonique de la bourse. Je me souviens, j'ai travaillé non-stop pendant au moins 3 jours. C'est de toute façon un travail épuisant. Mais en plus, avec cette tragédie, c'était de très longues journées et de très longues nuits. Communiqué de l'Agence pour la protection de l'environnement, 16 septembre 2001. Nos tests indiquent que les New-Yorkais peuvent retourner sans danger à leur travail dans le district financier. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knock these buildings down will hear all of us soon. Quelques jours après l'attaque, George Bush consacre les nouveaux héros de l'Amérique meurtrie. Ces héros, pompiers, sauveteurs, ouvriers, qui permettent au président de montrer au monde qu'une semaine après l'attaque, l'Amérique est encore debout, déjà au travail. Ladies and gentlemen, our heroes will now open the marketplace, the green button. Tandis que rouvre la bourse, située à un pâté de maison du site de l'attaque, les 2 tours effondrées forment un gigantesque brasier qui brûle encore, libérant d'énormes colonnes de fumée toxique. Il faudra 3 mois aux pompiers de New York pour réussir à l'éteindre. Le 18 septembre, c'est la directrice de l'Agence pour l'environnement en personne qui vient rassurer les New-Yorkais. La ministre Christine Todd Whitman, une républicaine comme George Bush, déclare « Je suis heureuse d'annoncer aux New-Yorkais que l'air qu'ils respirent et l'eau qu'ils boivent sont sans danger. » J'ai été choqué quand j'ai entendu la directrice de l'Agence pour l'environnement, Christine Whitman, dire que la qualité de l'air était sans danger. Je savais que les contrôles qui avaient été faits ne permettaient pas de répondre à cette question. J'ai pensé qu'elle allait parler de manière très prudente de l'amiante autour du site et pas sur le site. Mais ce n'est pas comme ça qu'elle l'a dit. Tout ce qu'elle a dit, c'est que l'air était sans danger. Nous savions que cela ne pouvait pas être vrai puisque nous avions déjà des patients qui revenaient du site le souffle court et avec des difficultés à respirer. Le docteur Levin est un des premiers à s'inquiéter de la situation sanitaire dans le sud de Manhattan et il ne cessera d'alerter l'opinion publique.
sans grand succès. Some degree of reactive airway disease after being exposed for several days at the rubble pile itself. Nous avons été tout près du World Trade Center. Un policier nous a appelés. On avait déjà travaillé avec lui auparavant. Il était très inquiet pour la santé des gens avec qui il travaillait. Il m'a dit, « Il faut que vous nous aidiez. » Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et il m'a répondu « Mes gars crachent du sang, il faut nous aider. » Il y avait de la poussière et des fibres partout. On en voyait partout. Nous avons repéré 5 ou 6 endroits. On a pris des sacs en plastique, récolté des échantillons avec des gants et on les a envoyés au laboratoire. L'avocat Joel Kupferman est un vétéran des causes environnementales. Dès le 19 septembre, il mandate un laboratoire privé pour réaliser des contre-expertises. And are you getting detections of asbestos in those samples? We have been detecting asbestos in some of the samples, yes. From downtown samples yes. Detected? The fact that they were so insistent that there was nothing. Ils insistaient tellement pour dire qu'il n'y avait rien, ou juste un petit peu, et ils n'arrêtaient pas de le répéter. On a trouvé ça suspect. Je suis encore étonné qu'en ayant prélevé que quelques échantillons, au hasard, transmis au labo, nous ayons trouvé d'aussi grandes quantités d'amiante. Et ensuite, vos résultats sont tombés, vos propres résultats. Est-ce qu'ils étaient plus élevés que ceux de l'EPA? 4 fois, 5 fois plus élevés. J'ai reçu un coup de fil de Joel Kupferman, un avocat avec qui j'avais déjà travaillé pour des articles sur l'environnement. Il m'a dit, « Écoute, Juan, quoi qu'en dise l'Agence pour l'environnement, nous avons fait nos propres analyses de poussière et nous avons trouvé des quantités d'amiante et de fibres de verre bien plus élevées que l'Agence. » Je lui ai demandé de passer au bureau et on a regardé ces tests ensemble. J'ai fait un article 2 semaines plus tard qui disait qu'il semblait qu'il y avait plus d'amiante que ne le disait l'Agence pour l'environnement. Mais le premier article du New York Daily News ne rencontre aucun écho. L'heure est au patriotisme, à la chasse aux terroristes. Pendant ce temps, les pompiers continuent leur travail dans une atmosphère surchargée de fumées et de poussières toxiques. Les lois fédérales affirment que toute exposition à l'amiante est dangereuse. Et au-dessus de 1%, on est déjà obligé de porter des combinaisons, des masques. Et l'on doit procéder à une décontamination. Et là, nous parlons de 5 fois plus. Je me rappelle très bien d'une nuit où je suis descendu sur le site. J'ai parlé à un chef qui était effondré comme tout le monde. Je lui ai dit « Hé chef, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait décontaminer avant de rentrer chez lui ?» Il m'a regardé. Je lui ai dit que je venais de passer à côté d'une station de décontamination juste à côté. Personne ne l'avait remarqué. Aucun des sauveteurs qui travaillaient sur le site n'était supervisé. Ils faisaient ce qui leur semblait juste et beaucoup d'entre eux ont fait tout faux. Au début, ils amenaient de la nourriture sur le site et ils la donnaient aux sauveteurs. C'était de la nourriture contaminée. La plupart d'entre eux n'ont jamais été informés qu'il y avait des substances toxiques, qu'il fallait être prudent. Je sais par exemple que beaucoup de pompiers retiraient leurs habits et les jetaient sur le siège arrière de leur voiture. Ils ne savaient pas que c'était toxique. Et ils ont été très en colère quand ils l'ont découvert, parce que leur famille montait aussi dans la voiture. Ils ont pensé que ce n'était que de la poussière. On aurait pu leur dire de mettre ça dans un sac plastique ou garder ça loin de leur famille. Mais personne ne leur a dit ça. On leur a dit « vous ne risquez rien, ce n'est que de la poussière ». Après peut-être 6 mois, une année, on remarque qu'on a de la peine à respirer. Tout le monde toussait, mais c'était courant. Finalement, on va chez le docteur, on fait des tests et on découvre que l'on a une diminution de la capacité pulmonaire. Quand j'étais faire mon test, ils m'ont dit que j'avais une capacité pulmonaire diminuée de 18%. Ils appellent ça maladie des voies respiratoires actives. Les poumons se bloquent, on ne peut plus respirer, et si on ne suit pas un traitement, on meurt. Cela me tuera, à moins que je passe sous une voiture avant. C'est ça qui me tuera. Mon test pulmonaire n'était pas bon, une partie de mes poumons est bouchée, mais je dois vivre avec ça.
Après une semaine, ils ont dit aux gens de revenir au travail. Et après 3 ou 4 semaines, ils leur ont dit qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Ils ne leur ont pas seulement dit de rentrer à la maison, ils leur ont donné de fausses instructions. On nous a dit qu'il suffisait d'utiliser de l'eau et un aspirateur pour nettoyer nos appartements. Dans cette résidence, il y a 1712 appartements. Ça nous a fait rire parce que nous n'avions ni eau ni électricité pour brancher un aspirateur. Comment est-ce qu'on va faire ? Ils nous ont répondu, faites de votre mieux, prenez des sacs poubelles en plastique et débarrassez-vous des déchets. Ça m'a pris en tout cas 6 mois pour tout faire moi-même. Comme il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'ascenseur. Je faisais 2 sacs à la fois, je descendais à pied 28 étages qu'il fallait ensuite remonter. Et si j'en avais la force, je continuais à nettoyer encore un peu. En mai 2003, l'Agence pour l'environnement est finalement venue nettoyer mon appartement. Ils ont déplacé mes meubles, passé l'aspirateur et ils les ont remis en place. Ils n'ont nettoyé ni ma salle de bain, ni ma cuisine. Et la conduite d'air conditionné non plus. Ce qu'ils auraient dû faire. Les consignes étonnamment rassurantes que donne en octobre l'Agence pour l'environnement aux résidents tranchent avec sa propre pratique. Au même moment, l'agence teste et nettoie de fond en comble et très discrètement ses propres bureaux de New York à l'aide d'une technologie dernier cri. À présent, je suis malade 3 ou 4 mois chaque année, au point que je ne peux plus sortir de mon lit. Je suis constamment sous stéroïdes, ce qui m'a fait grossir de 15 kilos. C'est difficile de maintenir son entreprise comme ça. Je n'ai que 37 ans, c'est très déprimant. J'ai très peur de ne pas avoir longtemps à vivre, de mourir, soit de problèmes pulmonaires, soit à cause du cancer, pour avoir inhalé des poussières et la fumée de l'incendie. À mi-octobre, on nous a donné l'ordre de retourner au travail. J'ai été étonné de voir de la fumée dans les bureaux dans lesquels on nous avait installés. La fumée était très visible. Et depuis la fenêtre du 16e étage de cet immeuble, on pouvait voir le cratère fumant de ce qui avait été le World Trade Center. On pouvait voir la fumée qui montait de l'incendie et rentrait dans notre immeuble. L'incendie a brûlé jusqu'au début de l'année 2002. Nous avons repris le travail un lundi. Le mercredi soir, je suis rentré ici, chez moi, dans le New Jersey. J'ai été réveillé au milieu de la nuit par une crise d'asthme très violente. Mes poumons étaient surchargés, je me sentais vraiment mal. J'ai été voir mon médecin et depuis, je n'ai jamais cessé d'être malade. Nous étions tous inquiets de travailler dans un tel environnement, dans un bureau enfumé, aussi près de l'incendie. Mes collègues ont manifesté leur inquiétude, moi aussi, et j'ai organisé une réunion. La salle était pleine et j'ai demandé qui dans cette salle a été victime de maladies inhabituelles depuis qu'il a repris le travail. Eh bien, littéralement, tout le monde a levé la main. À l'armée, la commission de contrôle de la bourse, l'employeur de Robert Gulak, mène des tests et découvre des taux de 3% d'amiante dans ses bureaux. L'intérieur est décontaminé, l'air conditionné également, mais la façade est laissée aux soins du propriétaire de l'immeuble. La façade du bâtiment n'a jamais été nettoyée. Pendant 2 ans, le propriétaire a refusé de le faire. Il n'y a jamais eu de test indépendant démontrant que l'extérieur était propre. Alors, au début 2003, mon syndicat a financé une série de tests. Et nous avons découvert que le système d'aération avait un niveau de contamination 400 fois plus élevé qu'avant l'attaque. Je tombais toujours malade. Alors j'ai arrêté de porter un masque de papier et j'ai dû porter ce masque.
Je devais porter ce truc déjà dans le métro quand j'approchais du sud de Manhattan parce que le métro était aussi contaminé. Et je le portais au bureau toute la journée. Et vous pouvez voir que même si ce masque est assez léger, c'est quand même très gênant de porter ça toute la journée. Laissez-moi vous montrer. A relatively lightweight thing to manage, but you can hear at once my voice is muffled. I sound a little bit like the villain, Darth Vader, in the Star Wars movies. Let me take it off, it's very tiresome. L'employeur de Robert Gulak a reconnu qu'un retour au bureau ne ferait que détériorer encore plus son état de santé et la mise en retraite forcée. Lui aussi, désormais, doit vivre avec la peur qu'un jour, on lui diagnostique un cancer. Let it go, and when you got no more now, suck it up back in. Very good, thank you. You okay? Yep. Got dizzy? Richard Mulhern fait partie d'un vaste programme médical baptisé « Programme des héros du 11 septembre », mis sur pied par l'hôpital de Mount Sinai. Ce programme prévoit de suivre l'état de santé des travailleurs du World Trade Center. J'ai très peur pour l'état de mes organes internes, pour mes poumons. Il y avait du plomb dans l'air, du mercure aussi. Il y avait beaucoup de toxiques qui pourraient affecter mes organes et provoquer un cancer. On ne saura rien avant que je fasse d'autres tests. On ne peut pas prédire à coup sûr le nombre de cancers qui se déclareront parmi ceux qui ont été exposés. Nous sommes inquiets pour certains groupes. Ceux qui ont travaillé sur le site, ceux qui ont participé aux travaux de nettoyage autour de Ground Zero, qui ont travaillé des jours et des mois sans protection, sans formation, sans qu'on les mette en garde. Souvent des travailleurs immigrés. Ceux-là pourraient avoir été très exposés à l'amiante. Et pour ces groupes, on peut craindre qu'ils développent un cancer d'ici à 20 ans. Rien que pour cela, il s'agit pour moi d'une catastrophe sanitaire. Devant le nombre croissant de victimes, un fonds de compensation de 4 milliards de dollars est mis sur pied en 2002 pour compenser les grands malades de l'après-11 septembre. Mais Richard Mulhern, lui, en a malheureusement été exclu. J'ai travaillé 24 heures sur 24 pour essayer de réparer des lignes de communication essentielles pour Wall Street et Manhattan. C'est comme s'ils m'avaient flanqué une gifle. C'est comme s'ils avaient dit « Tout le travail que vous avez fait là-bas ne signifie rien ». Ils n'ont rien fait pour moi. Ils n'ont rien fait pour ma famille. Même pas dit merci. Ces problèmes pulmonaires s'étant déclarés après le délai de clôture du fonds en décembre 2002, le département de la justice a refusé les nombreux recours de Richard. Handicapé à vie par une fracture du genou contractée lors de son travail près de Wall Street, Richard est désormais sans travail, sans assurance et sans ressources. Notre peur, pour moi et des dizaines de milliers d'autres gens, c'est que nous avons été exposés à l'amiante. Nous le savons, car les tests effectués par mon syndicat indiquent qu'il y a encore de l'amiante dans nos bureaux. Nous savons aussi que nous avons été exposés à d'autres substances émises lors de l'attaque des tours, qui multiplient les dommages provoqués par l'amiante. Nous avons peur de développer un cancer incurable d'ici 10 ou 15 ans et peur d'en mourir. J'ai une petite fille et un garçon et j'aimerais les voir grandir, mais je dois vivre avec cette peur. Let me tell you all the story of a gal named Christy on a tragic and fateful day. She had no sense and no scruples, kissed off New York City when she lied for the EPA. We should not have returned, we should not have returned. Well,
while the dirty fires still burn. It is shameful. Women lied about the air after 9/11 when she said there was no cause for concern. So the residents and workers all went back to downtown thinking it would be okay. They breathed in mercury, dioxin, benzene, lead, and asbestos. More and more of them get sick each day. There's a lesson we must learn, there's a lesson we must learn, and it's serious and stern. Are you listening? Don't put trust in people who love only money when they tell you there's no cause for concern. When they tell you there's no cause for concern. We sent a formal letter. J'ai envoyé une lettre à l'Agence pour l'environnement, à l'État de New York et à la ville. Je leur ai dit, donnez-nous vos tests. Vous dites que tout va bien, donnez-nous vos résultats. L'agence a été assez rapide. Elle nous a remis 800 pages. Et ce qui était intéressant dans ces 800 pages, c'est que de nombreuses substances polluantes étaient mentionnées, en plus de l'amiante. Elles étaient en quantité plus élevée que les normes fédérales. Et pourtant, elles n'ont jamais été rendues publiques sur leur site Internet. Joel m'a rappelé encore une fois et il m'a dit qu'il avait obtenu tous ces documents. Il me les a remis vers la fin octobre. J'ai commencé à les parcourir et c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment un énorme problème. Le 28 octobre 2001, 700 000 exemplaires de l'affaire du cauchemar toxique sont distribués dans les rues de New York. L'histoire a fait la une et plusieurs pages. Elle a provoqué une vague d'indignation dans toute la ville. Beaucoup de gens étaient déjà fâchés parce qu'ils tombaient malades, mais cette histoire prouvait que ce qu'on leur disait, c'est-à-dire que l'air était sans danger, était vraiment sujet à caution. Toutes les agences fédérales et Christine Whitman ont appelé le journal. Le maire aussi. Il nous a dit « Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de créer la panique. » Le journal a subi une énorme pression. Ils ont attaqué Juan et moi-même. Mais il m'a fallu un peu de temps pour réaliser qu'ils n'ont jamais dit que nous avions tort. Ils nous ont traités d'alarmistes, et là j'ai compris que nous avions raison. Est-ce que votre direction a tenté de vous faire taire? Ils ne m'ont pas interdit de publier mes articles, mais ils m'ont rendu la vie plus difficile. Ils n'ont pas arrêté de me poser des questions. Quand ils me publiaient, ce n'était plus en une, mais dans les dernières pages. Je n'ai jamais dû quitter mon poste, mais mon chef de service, celui qui m'a soutenu et publié le premier gros article, lui, il a été déplacé, il est redevenu reporter. La direction de l'agence maintient obstinément ses déclarations rassurantes, mais au sein même de l'EPA, certains commencent à s'inquiéter. Ainsi, le docteur Kate Jenkins, une scientifique expérimentée, reçoit un coup de fil d'une collègue qui éveille ses soupçons. Elle travaillait avec Joel Kupferman. Elle récoltait des échantillons avec lui. C'est une hygiéniste industrielle et elle faisait partie de son équipe. Les chiffres étaient clairs, les siens, mais également ceux de l'Agence pour l'environnement. L'agence disait « il n'y a aucun problème », mais les chiffres même de l'EPA disaient exactement le contraire. Certaines des mesures qui ont été prises les tout premiers jours, par exemple la responsabilité de laisser les ouvriers travailler sans protection adéquate, quand on pouvait encore espérer sauver des vies, je ne vais blâmer personne pour cela. Mais que cela continue après les premiers jours, quand on sait que plus personne n'est vivant, qu'il s'agit de procéder au nettoyage et que l'on autorise ces travailleurs à opérer pendant 50 jours sans protection, ça c'est criminel. C'est un crime.
Un crime contre la vie, contre la santé, c'est contre la loi. Je suis en colère, très en colère. Il me faut beaucoup de volonté pour avoir l'air calme. C'est pour ça que je crie ma colère depuis 3 ans. Mr. Ladner is the representative who represents the district we're talking about directly, Ground Zero. And at this time, Mr. Nadler, you have the floor. Membre démocrate du Congrès, Jerrold Nadler tente alors d'empoigner le dossier et de relayer la colère de ses électeurs de Manhattan. À Washington, il mandate le bureau du médiateur à un organisme de l'EPA chargé d'enquêter sur demande du public ou des parlementaires. Hugh Kaufman sera chargé de l'enquête. On pense que la vérité va enfin sortir. On a interviewé des centaines de gens et de témoins. Nous avons confirmé que l'EPA, l'Agence pour l'environnement, ne faisait pas son travail de protéger les gens après le 11 septembre. Nous avons recommandé que l'EPA fasse son boulot, nettoie le sud de Manhattan et cesse de mentir. Quelle était la destination finale de votre enquête? À qui s'adressait-elle? Nous devions rédiger un rapport et remettre nos recommandations à la direction de l'EPA et au Congrès. Nous devions proposer comment régler le problème. Mais parce que l'administration Bush n'aimait pas ce que nous avions trouvé, le bureau du médiateur auprès de l'EPA a été supprimé. Il n'y a donc plus de bureau des plaintes. S'il y a un problème à l'EPA, il n'y a plus personne pour enquêter et faire des recommandations pour résoudre le problème. Ça n'existe plus. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, in the White House, the President's Council on Environmental Quality is a happy man. Everything's looking fine to reopen Wall Street. Bush is going to be very happy with me. Actually, sir, New York City's recorded astronomical levels of asbestos. It's not asbestos until we say it's asbestos. You haven't actually gone and told anyone about this, have you? Well, I drew up this press release. Let me see that. Asbestos? At dangerous levels of asbestos. No. Well, I never saw a press release yet that couldn't be improved with a little judicious editing. There we go. No dangerous levels of asbestos. La vérité va pourtant dépasser la comédie de cabaret. Mais il faudra finalement 2 ans pour qu'une autorité de contrôle de l'administration finisse par ouvrir une enquête sur les agissements de l'EPA. L'inspecteur général de cette agence livre son rapport en août 2003. C'est une bombe qui confirme les accusations contre l'agence. Il révèle que la Maison-Blanche elle-même a réécrit systématiquement les communiqués originaux de son ministre de l'Environnement pour les rendre plus rassurants. Par exemple, le communiqué du 13 septembre. L'agence a appris avec grand soulagement qu'il ne semble pas y avoir de poussière d'amiante à un niveau significatif dans l'air de New York. Le communiqué original ajoutait: Cependant, même en très faible quantité, l'agence considère que l'amiante est dangereuse dans cette situation. Les grands ciseaux de la Maison-Blanche sont passés par là et la mise en garde a été supprimée. Dès le 11 septembre déjà, c'est le conseiller personnel du président Bush en matière d'environnement, James Connaughton, qui va influencer la communication de l'agence. Tous les communiqués sont retouchés par ses soins. Ni James Connaughton, ni Christine Todd Whitman n'ont accepté nos nombreuses demandes d'interview. L'inspecteur général, lui aussi, s'est heurté à un mur de silence. Nous ne sommes pas parvenus à parler avec des membres de la Maison-Blanche directement. Notre rapport leur a été soumis, mais ils n'ont pas accepté d'entretien direct. Avez-vous été en mesure d'établir la raison de ces manipulations ? Ce que nous avons appris des entretiens que nous avons eus avec quelques personnes au sein de l'EPA, c'est qu'il y avait d'autres priorités en concurrence. Des priorités comme rouvrir Wall Street ou des intérêts liés à la sécurité nationale. Qu'est-ce que ça veut dire, des intérêts de sécurité nationale ? Je ne sais pas. La personne que nous avons interrogée ne le savait pas non plus.
Richard Clarke, l'ex-grand patron du contre-terrorisme américain, raconte dans son livre qu'il se rappelle le président Bush, la nuit même du 11 septembre, disant aux personnes présentes dans la salle des opérations de la Maison-Blanche qu'il voulait rouvrir Wall Street le plus vite possible. Il voulait rouvrir le lendemain. On lui a dit que c'était impossible. Alors il a dit « le plus vite possible ». Il est donc clair que très tôt la Maison-Blanche s'est inquiétée que Wall Street ouvre à nouveau. Et ils avaient peur que cela soit compromis par de mauvaises nouvelles en matière d'environnement. Est-ce que vous avez réussi à savoir si les risques pour la santé ont été minimisés en pleine conscience? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si les décisions ont été l'objet d'une pesée d'intérêt entre l'économie et la santé des gens. Nous savons, grâce au rapport de l'inspecteur général, que le président et la Maison-Blanche, immédiatement après le 11 septembre, étaient très inquiets et souhaitaient minimiser l'impact sur l'économie et faire redémarrer Wall Street aussi vite que possible. Il n'y a rien de mal à cela, c'est parfaitement légitime. Ce qui n'est pas légitime, c'est de subordonner la vie et la santé des New-Yorkais à cet objectif. Il est clair à la lecture de ce rapport qu'ils ont voulu rassurer les gens. Retourner au travail, retourner à l'école, pas de problème de santé. Et ils ont dit cela alors qu'ils en savaient plus. Et cela, c'est délibérément exposer la vie et la santé des gens pour des raisons politiques et économiques. On fait cela avec des soldats, on ne fait pas cela avec des civils. Et franchement, si notre système fonctionnait bien, ces gens seraient poursuivis pénalement. Wall Street, our love pure and true. We can hardly wait to reopen you. We don't care for public health, but only for our wealth. So we lie and cheat upon this street full of people that we can screw. Does Bush care? We were there. 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 New York, septembre 2004. 3 ans après la tragédie, les étudiants de la prestigieuse école de Stuyvesant manifestent contre George Bush. C'est que leur école est une victime tragique du mensonge et de la manipulation. 9/11. One term, not two, not seven. Stop exploiting 9/11. Most of the students were a little upset with the fact that La plupart des étudiants sont fâchés d'avoir été considérés comme des cobayes. Je ne trouve pas de meilleur mot. Il y avait cette pression pour revenir à la vie normale, à la vie d'avant. Et nous étions l'exemple de la vie qui revient à la normale. Ce qui les intéressait, c'était que l'on y retourne, de pouvoir montrer qu'on y retournait, même si c'était dangereux. Si j'avais su à l'époque ce que je sais aujourd'hui, je ne l'aurais jamais laissé y retourner. L'école de Stuyvesant est à 300 mètres du lieu de la tragédie. Le 11 septembre, les enfants de ce collège secondaire sont évacués. Mais le 9 octobre déjà, les enfants retournent en classe. Il y a eu une grande manifestation et tout le monde criait « On va leur montrer à ces terroristes. Levons-nous et rouvrons l'école. » Les médias étaient parmi les enfants et ils disaient « Regardez ces jeunes gens courageux. » Il y avait une poignée d'experts sur scène. Et la vaste majorité de ces experts nous ont dit « Ne vous en faites pas, petite tête, tout va bien, il n'y a aucun risque à long terme. Bien sûr, les enfants toussent aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. » Il y a eu un communiqué du département de la santé qui disait « Les femmes enceintes et les enfants n'ont pas de raison de s'inquiéter. » Ça m'a mis de nouveau très en colère. Comment est-ce que vous qualifiez ces informations? Je les qualifie de carrément criminelles. L'école dépense $1 million pour nettoyer l'amiante qui s'y est déposée en grande quantité. Mais cela ne suffit pas. Les débris contaminés du World Trade Center sont chargés sur des camions qui transportent ensuite les déchets sur une barge. La barge
est amarré sous les fenêtres de l'école. La barge opérait juste là, 24 heures sur 24. Les camions faisaient des centaines de voyages par jour avec des tonnes de débris toxiques. Il y avait une station de déchargement juste à côté de l'école. Les hommes qui travaillaient là, ils portaient des masques, des combinaisons complètes, des bottes, des gants. Ils respiraient de l'oxygène en bouteille, ils ne respiraient pas l'air que respiraient les enfants. Il y avait une grue sur la barge qui transbordait les déchets. Et quand le vent soufflait, c'était quasiment tous les jours, la poussière était soufflée dans l'école. Les enfants, les profs tombaient malades, ils se plaignaient de maux de tête, de démangeaisons. Brian, heureusement, n'est pas tombé malade. Mais nous avons insisté pour qu'il porte un masque pour aller à l'école. Quelques mois plus tard, quand on a entendu qu'il y avait des problèmes à l'école et que l'on évoquait une contamination au plomb, on a fait contrôler son sang qui s'est avéré négatif. Vous étiez inquiet au point d'amener votre fils chez le docteur, au point de lui faire porter un masque, mais vous avez quand même décidé de le laisser dans cette école? C'est une décision très difficile. La situation des écoles ici est très dure. Il s'agit d'une très bonne école, il a dû passer un examen pour y accéder. En s'inscrivant ici, il n'avait plus la possibilité de rejoindre une autre école. On n'avait pas beaucoup d'autres choix et il a fallu prendre une décision. Ce que je me dis, c'est que, comme j'ai corrompu mon fils pour qu'il n'y retourne pas tout de suite, il a raté 2 semaines d'école pendant que l'incendie brûlait encore. Il a été un peu moins exposé que d'autres enfants et finalement je l'ai retiré de cette école parce que j'ai réussi à le convaincre, ainsi que mon ex-mari. Je l'ai mis dans une autre école, à peu près la pire de la ville, pas comme Stuyvesant, mais je suis contente qu'il l'ait accepté là-bas. À contre-cœur, le fils de Jenna Orkin, Julian, termine ses études dans une école modeste. Brian Edwards, le fils de Paul, vient de rejoindre la très prestigieuse université de Yale. Même destin prometteur pour George Dinos, boursier dans une grande école d'ingénieurs. Mais pour leurs parents, c'est la colère contre le mensonge et l'angoisse d'avoir fait le mauvais choix qui dominent. J'ai peur de l'inconnu. Il y a de plus en plus d'informations sur ce qu'il y avait dans l'air. Des gens tombent malades, toutes sortes de maladies. Mais les choses très graves, comme le cancer, vont prendre des années avant de se déclarer. On n'en saura rien avant 15 ou 20 ans. À ce moment-là, il sera probablement père et heureux en affaires. Ce serait très dur de savoir que c'est à cause de moi qu'il pourrait perdre la vie. Plusieurs grands cabinets new-yorkais ont pris le relais de la colère des parents, des sauveteurs, des travailleurs et des malades du 11 septembre. Le siège des tribunaux a commencé. L'avocat Bill Dubanevich et son équipe travaillent depuis 3 ans avec les victimes du 11 septembre. Nous poursuivons une procédure civile, pas pénale. Nous parlons donc de la culpabilité de l'accusé. Il y a une culpabilité très claire. Le devoir de protection a été violé. Le devoir de mise en garde a été violé. L'obligation d'informer a été massivement violée par des agences gouvernementales qui ont menti aux résidents, aux travailleurs et aux sauveteurs qui ont travaillé à Ground Zero. S'agit-il d'un comportement criminel? Cela reste à démontrer. Mais il se pourrait bien que plus tard, cela débouche sur des poursuites pénales, lorsque les responsables quitteront leur charge. Des dizaines de plaintes collectives, incluant déjà des milliers de plaignants, viennent d'être déposées contre la ville de New York et l'administration Bush. Les montants réclamés atteignent plusieurs milliards de dollars.
Il y a deux types de plaintes. Nous avons déposé une plainte collective pour exiger un contrôle médical, pour que la santé des travailleurs qui ont opéré à Manhattan soit suivie médicalement. La seconde vague de plaintes est individuelle. Pour chacun des sauveteurs ou des travailleurs, nous allons demander deux choses. De l'argent pour la souffrance et la douleur. Et s'il y a perte de gains, nous allons réclamer des salaires perdus à cause de cela. Il est possible que nous réclamions aussi des dommages et intérêts aux agences fédérales pour n'avoir pas protégé ces travailleurs de manière adéquate. 3 ans après la tragédie, la vie a repris son cours à New York. Mais si la vie apparaît normale, l'air de New York suscite encore de l'inquiétude. Je reçois encore régulièrement des coups de fil de gens qui tombent malades. Beaucoup d'entre eux sont des pompiers. Et ce qui alimente ma colère et mon inquiétude, c'est qu'aujourd'hui encore, on trouve des traces d'amiante et d'autres substances dans les casernes de pompiers. These are the filters from 1010, and how long were they? They were for about a month and a half. These are black, and I saw the new ones put in. They're white. They're white, okay. They're the same color as the cardboard on the outside. Aujourd'hui encore, les pompiers découvrent combien la décontamination de leur caserne a été négligée. There was one truck. Il y avait un camion qui avait été soi-disant décontaminé. Et quand il est revenu, les phares ne marchaient pas. Ils ont démonté les phares et des tonnes de poussière en sont sorties. La poussière du World Trade Center. Alors ils l'ont renvoyé. Il est revenu encore une fois. Mais cette fois, alors qu'ils conduisaient, ils ont mis le chauffage et ils ont ramassé une bouffée de poussière toxique en pleine figure. Il n'était toujours pas décontaminé. Il est reparti 5 fois et chaque fois qu'il revenait, nous faisions des tests. Et il y avait encore plein d'amiante. Mais les pompiers ne sont pas les seuls à être toujours exposés. Ainsi, sur le lieu même du World Trade Center, se dresse un bâtiment fortement contaminé. L'ancien siège de la Deutsche Bank aurait dû être détruit depuis longtemps, mais l'un de ses assureurs s'y est opposé. Les minces bâches de chantier dont il est couvert ne suffisent pas à empêcher le vent de souffler les particules toxiques dont il est encore bourré. Si j'avais des enfants, je ne resterais pas ici plus de quelques minutes avec eux. Je repartirais et je ne les amènerais plus jamais ici. Cela fait 3 ans que cette catastrophe est arrivée. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas répondu à la question de savoir si les gens peuvent vivre en toute sécurité là où ils vivent. Pas seulement à cause de l'amiante, mais aussi d'autres substances polluantes. Ils ne savent pas vraiment si les enfants peuvent jouer sur un tapis, peuvent respirer ou s'ébattre à l'extérieur. Ma question c'est, après tout ce temps, il faut que l'on sache si oui ou non on peut vivre dans ces quartiers sans danger. Firefighter Michael J. Alferez, Engine 2-2. Firefighter Francis Esposito, Engine 235. Lieutenant Michael A. Esposito, Squad 1. Firefighter. Chaque année, depuis 3 ans, l'Amérique et New York en particulier se rappellent les 2996 victimes de l'attaque terroriste du 11 septembre. Les pompiers pleurent leurs 347 collègues tués alors qu'ils tentaient de sauver des vies. Mais aujourd'hui, chez ces héros de l'Amérique, la colère et le sentiment de trahison s'ajoutent à la douleur. Firefighter Gary P. Geidel, Rescue 1. Battalion Chief Edward F. Garrity, Battalion 9. Firefighter Thomas Gambino Jr., Rescue 3.
Il est tout à fait possible que d'ici 30 ans, à cause de ces maladies que nous aurions pu empêcher sans la négligence du gouvernement américain, nous comptions plus de morts que ceux qui ont péri le jour du 11 septembre. Ce serait une accusation terrible contre les responsables américains, mais j'ai bien peur que c'est ce qui nous attend. Jean-Philippe Sépi, bonsoir. Vous êtes l'auteur avec Michel Haniguer de cette enquête. Alors, une première question. On a très peu entendu parler de cette affaire en Europe. Comment ça se fait ? Alors, c'est vrai qu'à New York, on en a beaucoup parlé quand même, mais ça n'a pas dépassé les limites de la ville. Je crois qu'il y a deux explications à ça. La première explication, c'est qu'à l'époque, il faut se rappeler qu'il y avait d'autres histoires qui ont pris la place. Il y avait l'anthrax, rappelez-vous, il y a eu ensuite l'Afghanistan, ensuite il y a eu l'Irak. Et puis la deuxième raison, c'est bien sûr qu'on ne savait pas qu'il y aurait autant de malades. Et c'est seulement aujourd'hui qu'on mesure l'ampleur de cette épidémie. Mais on peut avoir un petit soupçon. Est-ce que c'est pas une manipulation démocrate dans le cadre de la campagne pour les élections présidentielles, les démocrates qui montraient cette affaire en épingle? Il est évident que cette affaire sert les intérêts démocrates, spécialement juste avant les élections. Cela dit, il y a des faits objectifs. Les premiers faits objectifs, c'est bien sûr le nombre de malades qui se déclarent maintenant. D'autre part, sur les faits, les républicains ne contestent pas les faits. Ce qu'ils contestent aujourd'hui, c'est plutôt l'interprétation. Y avait-il incompétence ou y avait-il franchement manipulation mensongère, comme le disent les démocrates? D'ailleurs, à ce propos, vous n'avez pas dans leur reportage les réponses des responsables de cette catastrophe. Alors, ça n'est pas faute d'avoir essayé. Nous avons demandé depuis 3 mois déjà des interviews à la Maison-Blanche, ainsi qu'à Christine Todd-Whitman, l'administratrice de l'Agence pour l'environnement. Ça nous a été refusé. En fait, la raison, elle est essentiellement judiciaire. C'est que les avocats de ces gens, actuellement, vu la vague de plaintes qui est dirigée contre les accusés, peut-on dire, eh bien, ont conseillé à leurs clients, surtout de ne pas s'exprimer dans les médias pour que ce qu'ils pourraient dire ne soit pas finalement retenu contre eux. Alors dans ma présentation, dans leur reportage, on parle de cynisme, on parle d'incompétence. Après tout, c'était une très grande catastrophe, on peut comprendre un peu de panique. Alors, nous avons avancé comme ça dans l'enquête. Au départ, on a eu le sentiment quand même qu'on pouvait mettre les responsables au bénéfice du doute. Il s'agit d'une tragédie, n'était pas préparé à cette tragédie. Et puis, c'est d'ailleurs la ligne de défense de l'IPA qui est de dire, écoutez, nous avons fait notre maximum, mais enfin, c'était quand même tout à fait exceptionnel. Et puis, au fur et à mesure de l'enquête, on a découvert de plus en plus de faits, de plus en plus, dans le fond, de mémos internes, entre autres, un mémo qui date déjà du 12 septembre, dans lequel, eh bien, la Maison-Blanche était avertie du fait que l'amiante était bien sûr dangereux, et certains experts disaient, mais vous n'allez quand même pas renvoyer les gens chez eux. Donc, incompétence seulement... Du moment où ils savaient, ils auraient dû faire quelque chose. Et là, voilà. C'est du cynisme. Alors. Et ça s'est confirmé dans les années qui ont suivi jusqu'à maintenant. Est-ce que le résultat des élections présidentielles pourrait changer quelque chose dans cette affaire? Alors, il faut se rappeler qu'en ce moment, tout l'appareil politique et judiciaire est entre les mains des républicains, et que si cette majorité change, il est évident que les démocrates vont utiliser cette affaire. Vous l'avez entendu, il y a des plaintes en ce moment. Le président Bush, entre autres, est protégé par l'immunité parlementaire, par l'immunité que lui confère la Maison-Blanche. Tous les sociétaires de la Maison-Blanche sont protégés. Cela dit, évidemment, si la majorité change, il est évident que les démocrates vont ouvrir les feux et que le président Bush lui-même pourrait avoir à rendre des comptes. Je vous remercie, Jean-Philippe. Le président Bush affirme que son seul souci, c'est la sécurité des Américains. Mais après l'attentat du 11 septembre 2001, l'administration républicaine a fait fi de cette sécurité. Elle a dit aux habitants de Manhattan qu'ils ne couraient aucun risque. En réalité, le nuage dégagé par l'attentat contenait de l'amiante et de la dioxine. J'ai passé sur le site ce matin et parfois l'odeur est terrible. Je comprends les gens. On la sent et on se dit il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec cette odeur. Mais ce qu'on me dit, c'est que ça n'est pas dangereux pour la santé.
Madame, Monsieur, bonsoir. Kerry ou Bush, Bush ou Kerry, l'Amérique et le monde entier se passionnent pour l'issue d'un duel qui pourrait avoir une influence considérable sur la vie des habitants de toute la planète dans les années à venir. Mais pour des milliers de New-Yorkais, c'est trop tard. Ils sont déjà victimes du cynisme et de l'incompétence de l'administration du président Bush. Les attentats du 11 septembre 2001 ont provoqué un grave sentiment d'insécurité chez les Américains. Et on a de la peine à comprendre en Europe pourquoi tant de citoyens des États-Unis continuent de soutenir la politique du président Bush si on ne prend pas cet élément en compte. Le locataire de la Maison-Blanche le sait bien et il ne manque pas une occasion de rappeler les terribles événements du 11 septembre. Mais il y a le symbole et il y a la réalité. En même temps que le président Bush clamait qu'il luttait pour protéger la vie des Américains, son administration trompait les New-Yorkais. Après l'effondrement des 2 tours du World Trade Center, l'Agence pour la protection de l'environnement a affirmé que l'air de la ville était sain alors qu'il contenait de nombreux toxiques. Mais Manhattan, c'est le poumon financier des États-Unis et il fallait que Wall Street rouvre. La santé et la sécurité des citoyens n'a pas pesé lourd dans la balance. C'est une enquête exclusive de Jean-Philippe Sépi et de Michel Heiniger. Au début, ce n'était qu'une tour. Ils l'ont appelée la tour du World Trade Center. En 6 mois, les gars sont devenus tellement malades qu'ils ne pouvaient plus travailler et qu'ils ont dû aller à l'hôpital. Dès la première année, il a fallu mettre des pompiers en retraite anticipée. Il y a eu une telle quantité de toxiques relâchés dans l'air à cause de l'écroulement des tours et de l'incendie. Ces toxiques ont eu un effet de synergie entre eux. Et nous ne savons pas quels seront leurs effets sur la santé humaine dans plusieurs décennies. 10 mois après l'attaque, j'ai contracté une pneumonie. Et c'est sans compter les lésions pulmonaires permanentes. Scarification, calcification et déficience totale d'une partie de mes poumons. Je ferai donc ma vie entière avec des poumons endommagés. Ce qui est arrivé à tant de gens doit être qualifié de désastre sanitaire. C'est un désastre sanitaire parce que les gens sont extrêmement affectés et parce que leurs symptômes persistent même 3 ans après les faits. J'ai très peur de ne pas avoir longtemps à vivre. De mourir soit de problèmes pulmonaires, soit à cause du cancer, pour avoir inhalé des poussières et la fumée de l'incendie. The dust and the fire. « 11 septembre 2001, 8h46. Richard Mulhern, un électricien en télécommunications, s'approche de son chantier de Wall Street, tout près du World Trade Center. La première chose que nous avons remarquée, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui couraient vers le sud, vers Broadway. Et on ne savait pas pourquoi les gens couraient sans survêtement de sport. On n'a pas vraiment fait attention. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait plein de papiers qui volaient et qui retombaient dans la rue. La première chose que j'ai dite à mon collègue, c'était « Est-ce qu'il y a un défilé aujourd'hui et on ne nous a rien dit ?» Finalement, je suis descendu de mon camion et j'ai arrêté une dame. Je lui ai demandé « Excusez-moi madame, pourquoi est-ce que vous courez ?» Et elle m'a dit « Le World Trade Center vient de sauter. » Au même instant, Ariel Goodman, une femme d'affaires, est dans son appartement au 28e étage d'un immeuble qui fait face aux tours. J'étais au téléphone avec ma mère. Elle m'avait mise en retard ce matin-là. J'ai entendu une énorme explosion, j'ai regardé et j'ai vu que mon bureau était en feu. Je pouvais compter les étages et j'ai compris qu'il était en flammes. George Dinos est en classe d'histoire dans l'école la plus prestigieuse de New York, Stuyvesant. Le lycée n'est qu'à 4 pâtés de maison du World Trade Center. Je me rappelle que la leçon se déroulait comme d'habitude. Et à un moment donné, on a entendu un gros bruit dehors. Notre professeur est allé regarder par la fenêtre. Elle a vu qu'une des tours était en feu. Le 2e avion venait de frapper. Et là, on a réalisé que ce n'était pas un accident, mais une attaque terroriste. Le juriste Robert Gulak, qui travaille pour la commission de contrôle de la bourse, est assis à son bureau du numéro 7 World Trade Center, qui fait face à la tour nord. La boule de feu de la 2e explosion a atteint l'immeuble dans lequel nous nous trouvions. À ce moment, on s'est rué vers les portes en essayant de sortir le plus vite possible.
Il y a eu un horrible grondement. J'étais à 2 pâtés de là, il y avait des cris, les gens ont commencé à courir, c'était le chaos. Et juste au bruit, on savait que quelque chose de terrible allait arriver. Jack Ginty est un des pompiers les plus capés de New York. Quand le premier avion s'écrase dans la tour nord, Jack est un des premiers à rejoindre les secours. J'ai entendu gémir quelqu'un à ma gauche. J'ai crié, on a cherché d'où ça venait, j'ai réussi à me frayer un chemin et lorsque j'ai appelé, la personne m'a sauté dessus. Il était hystérique. Je lui ai dit « Calmez-vous, j'ai réussi à parvenir jusqu'ici, donc nous pouvons ressortir. Mais si vous ne vous calmez pas, on va mourir. Alors calmez-vous. » On a réussi à ressortir du World Trade Center, mais il était encore en état d'hystérie. Alors j'ai trouvé une ambulance et je lui ai dit de monter. Et c'est à ce moment que la 2e tour s'est écroulée. J'ai été enterré là-dessous entre 40 minutes et 1 heure. J'ai réussi à creuser un passage pour ressortir. Nous étions 5 équipes et tous ceux qui étaient avec moi ce jour-là sont morts. L'écroulement des 2 tours relâche dans l'atmosphère la plus grande quantité de composants toxiques jamais observés aux États-Unis. Tout le monde courait pour se protéger. On courait pour trouver un abri. Mais avant qu'on s'en rende compte, on était couverts de suie, de cendres, de crasse, de cailloux. On voulait sortir de là le plus vite possible, mais ça vous rattrapait comme ça. La poussière et la fumée de l'incendie qui pénètrent dans les poitrines contiennent des toxiques redoutables pour la santé. Entre 400 et 1000 tonnes d'amiante, plusieurs tonnes de dioxine, toutes deux hautement cancérigènes. Mais aussi du plomb, du mercure et de la fibre de verre. Près de 400 000 personnes y seront exposées à plus ou moins long terme. Il y avait plus de 30 cm de débris, de ciment, de verre, d'amiante. On savait que ce n'était pas bon pour la santé. Mais nous étions prêts à prendre ce risque pour tenter de sauver les gens qui avaient été piégés là-dedans. C'est terrible. Les dommages sont terribles. Tout le monde fait le maximum pour sauver le plus de gens possible. Ce sera un effort de longue durée. La panique qui suit les heures de l'attentat gagne également le commandement des pompiers et des sauveteurs. Les masques à oxygène sont insuffisants et inadaptés. Les recommandations données par les médecins du corps des pompiers sont inutiles. Les pompiers ont le meilleur équipement de respiration de la planète. Seulement, c'est prévu pour combattre un incendie. On ne peut le porter qu'entre 8 et 15 minutes seulement. Ça pèse aussi 12 kilos. Et ça nous a pris des jours, voire des semaines, pour obtenir les systèmes de respiration que nous recommandons. Quand ils sont arrivés, il y a eu des problèmes quant à leur utilisation. Ils sont faits pour le milieu industriel, hospitalier ou environnemental. Ils ne sont pas faits pour une opération de sauvetage. Il n'existe pas de système adapté à ce genre de situation. Résultat de cette confusion, rares seront les pompiers à porter des masques dans les premiers... Retourner au travail, retourner à l'école, pas de problème de santé. Et ils ont dit cela alors qu'ils en savaient plus. Et cela, c'est délibérément exposer la vie et la santé des gens pour des raisons politiques et économiques. On fait cela avec des soldats, on ne fait pas cela avec des civils. Et franchement, si notre système fonctionnait bien, ces gens seraient poursuivis pénalement. Wall Street, our love pure and true. We can hardly wait to reopen you. We don't care for public health, but only for our wealth.
So we lie and cheat upon this street full of people that we can screw. Does Bush care? We were there. 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 New York, septembre 2004. 3 ans après la tragédie, les étudiants de la prestigieuse école de Stuyvesant manifestent contre George Bush. C'est que leur école est une victime tragique du mensonge et de la manipulation. 9/11. One term, not two, not seven. Stop exploiting 9/11. Most of the students were a little upset with the fact that La plupart des étudiants sont fâchés d'avoir été considérés comme des cobayes. Je ne trouve pas de meilleur mot. Il y avait cette pression pour revenir à la vie normale, à la vie d'avant. Et nous étions l'exemple de la vie qui revient à la normale. Ce qui les intéressait, c'était que l'on y retourne, de pouvoir montrer qu'on y retournait, même si c'était dangereux. Si j'avais su à l'époque ce que je sais aujourd'hui, je ne l'aurais jamais laissé y retourner. L'école de Stuyvesant est à 300 mètres du lieu de la tragédie. Le 11 septembre, les enfants de ce collège secondaire sont évacués. Mais le 9 octobre déjà, les enfants retournent en classe. Il y a eu une grande manifestation et tout le monde criait « On va leur montrer à ces terroristes. Levons-nous et rouvrons l'école. » Les médias étaient parmi les enfants et ils disaient « Regardez ces jeunes gens courageux. » Il y avait une poignée d'experts sur scène. Et la vaste majorité de ces experts nous ont dit « Ne vous en faites pas, petite tête, tout va bien, il n'y a aucun risque à long terme. Bien sûr, les enfants toussent aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. » Il y a eu un communiqué du département de la santé qui disait « Les femmes enceintes et les enfants n'ont pas de raison de s'inquiéter. » Ça m'a mis de nouveau très en colère. Comment est-ce que vous qualifiez ces informations? Je les qualifie de carrément criminelles. L'école dépense $1 million pour nettoyer l'amiante qui s'y est déposée en grande quantité. Mais cela ne suffit pas. Les débris contaminés du World Trade Center sont chargés sur des camions qui transportent ensuite les déchets sur une barge. La barge est amarrée sous les fenêtres de l'école. La barge opérait juste là, 24 heures sur 24. Les camions faisaient des centaines de voyages par jour avec des tonnes de débris toxiques. Il y avait une station de déchargement juste à côté de l'école. Les hommes qui travaillaient là, ils portaient des masques, des combinaisons complètes, des bottes, des gants. Ils respiraient de l'oxygène en bouteille, ils ne respiraient pas l'air que respiraient les enfants. Il y avait une grue sur la barge qui transbordait les déchets. Et quand le vent soufflait, c'était quasiment tous les jours, la poussière était soufflée dans l'école. Les enfants, les profs tombaient malades, ils se plaignaient de maux de tête, de démangeaisons. Brian, heureusement, n'est pas tombé malade. Mais nous avons insisté pour qu'il porte un masque pour aller à l'école. Quelques mois plus tard, quand on a entendu qu'il y avait des problèmes à l'école et que l'on évoquait une contamination au plomb, on a fait contrôler son sang qui s'est avéré négatif. So explain me how it comes that vous étiez inquiet au point d'amener votre fils chez le docteur, au point de lui faire porter un masque, mais vous avez quand même décidé de le laisser dans cette école? C'est une décision très difficile. La situation des écoles ici est très dure. Il s'agit d'une très bonne école, il a dû passer un examen pour y accéder. En s'inscrivant ici, il n'avait plus la possibilité de rejoindre une autre école. On n'avait pas beaucoup d'autres choix et il a fallu prendre une décision. Ce que je me dis, c'est que, comme j'ai corrompu mon fils pour qu'il n'y retourne pas tout de suite, il a raté 2 semaines d'école pendant que l'incendie brûlait encore. Il a été un peu moins exposé que d'autres enfants et finalement je l'ai retiré de cette école parce que j'ai réussi à le convaincre, ainsi que mon ex-mari. Je l'ai mis dans une autre école, à peu près la pire de la ville, pas comme Stuyvesant, mais je suis contente qu'il l'ait accepté là-bas.
À contre-cœur, le fils de Jenna Orkin, Julian, termine ses études dans une école modeste. Brian Edwards, le fils de Paul, vient de rejoindre la très prestigieuse université de Yale. Même destin prometteur pour George Dinos, boursier dans une grande école d'ingénieurs. Mais pour leurs parents, c'est la colère contre le mensonge et l'angoisse d'avoir fait le mauvais choix qui dominent. J'ai peur de l'inconnu. Il y a de plus en plus d'informations sur ce qu'il y avait dans l'air. Des gens tombent malades, toutes sortes de maladies. Mais les choses très graves, comme le cancer, vont prendre des années avant de se déclarer. On n'en saura rien avant 15 ou 20 ans. À ce moment-là, il sera probablement père et heureux en affaires. Ce serait très dur de savoir que c'est à cause de moi qu'il pourrait perdre la vie. Plusieurs grands cabinets new-yorkais ont pris le relais de la colère des parents, des sauveteurs, des travailleurs et des malades du 11 septembre. Le siège des tribunaux a commencé. L'avocat Bill Dubanevich et son équipe travaillent depuis 3 ans avec les victimes du 11 septembre. Nous poursuivons une procédure civile, pas pénale. Nous parlons donc de la culpabilité de l'accusé. Il y a une culpabilité très claire. Le devoir de protection a été violé. Le devoir de mise en garde a été violé. L'obligation d'informer a été massivement violée par des agences gouvernementales qui ont menti aux résidents, aux travailleurs et aux sauveteurs qui ont travaillé à Ground Zero. S'agit-il d'un comportement criminel? Cela reste à démontrer. Mais il se pourrait bien que plus tard, cela débouche sur des poursuites pénales lorsque les responsables quitteront leur charge. Des dizaines de plaintes collectives, incluant déjà des milliers de plaignants, viennent d'être déposées contre la ville de New York et l'administration Bush. Les montants réclamés atteignent plusieurs milliards de dollars. Il y a 2 types de plaintes. Nous avons déposé une plainte collective pour exiger un contrôle médical, pour que la santé des travailleurs qui ont opéré à Manhattan soit suivie médicalement. La seconde vague de plaintes est individuelle. Pour chacun des sauveteurs ou des travailleurs, nous allons demander 2 choses. De l'argent pour la souffrance et la douleur, et s'il y a perte de gains, nous allons réclamer des salaires perdus à cause de cela. Il est possible que nous réclamions aussi des dommages et intérêts aux agences fédérales pour n'avoir pas protégé ces travailleurs de manière adéquate. 3 ans après la tragédie, la vie a repris son cours à New York. Mais si la vie apparaît normale, l'air de New York suscite encore de l'inquiétude. Je reçois encore régulièrement des coups de fil de gens qui tombent malades. Beaucoup d'entre eux sont des pompiers. Et ce qui alimente ma colère et mon inquiétude, c'est qu'aujourd'hui encore, on trouve des traces d'amiante et d'autres substances dans les casernes de pompiers. These are the filters from 1010, and how long were they? They were for about a month and a half. These are black, and I saw the new ones put in. They're white. They're white, okay. They're the same color as the cardboard on the outside. Aujourd'hui encore, les pompiers découvrent combien la décontamination de leur caserne a été négligée. There was one truck. Il y avait un camion qui avait été soi-disant décontaminé. Et quand il est revenu, les phares ne marchaient pas. Ils ont démonté les phares et des tonnes de poussière en sont sorties. La poussière du World Trade Center. Alors ils l'ont renvoyé. Hier semaine, des opérations de sauvetage. Je crois que le 2e jour, on a reçu des espèces de masques de dentistes, des masques en papier perforé. Et puis ils nous ont dit que l'Agence pour l'environnement faisait des relevés et que la qualité de l'air était bonne et qu'il n'y avait aucun danger à travailler dans cet environnement. Le 13 septembre 2001, en effet, 2 jours seulement après l'attaque, l'Agence fédérale pour la protection de l'environnement, l'EPA, délivre son premier communiqué.
L'agence a appris avec grand soulagement qu'il ne semble pas y avoir de poussière d'amiante à un niveau significatif dans l'air de New York. Il y avait toujours du brouillard. Et chaque fois qu'on passait à côté du site, il y avait une odeur. Ce n'était pas une odeur normale, c'était une odeur toxique et chimique. J'ai passé sur le site ce matin et parfois l'odeur est terrible. Je comprends les gens. On la sent et on se dit il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec cette odeur. Mais ce qu'on me dit, c'est que ça n'est pas dangereux pour la santé. L'Agence pour l'environnement avait tort de dire que l'air était sans danger un jour ou deux après l'attaque. Qu'ils aient eu des données ou pas, nous savons qu'en toutes circonstances, chaque fois qu'un bâtiment s'écroule, qu'il y a une explosion, un incendie, nous savons qu'il y aura de l'amiante en quantité dangereuse. Les informations officielles sur la qualité de l'air sont rassurantes. Richard Mulhern se remet au travail. Un travail crucial puisqu'on estime qu'une minute de coupure téléphonique avec Wall Street coûte $1 million. Nuit et jour, c'est lui qui va reconnecter le réseau téléphonique de la bourse. Je me souviens, j'ai travaillé non-stop pendant au moins 3 jours. C'est de toute façon un travail épuisant. Mais en plus, avec cette tragédie, c'était de très longues journées et de très longues nuits. Communiqué de l'Agence pour la protection de l'environnement, 16 septembre 2001. Nos tests indiquent que les New-Yorkais peuvent retourner sans danger à leur travail dans le district financier. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knock these buildings down will hear all of us soon. Quelques jours après l'attaque, George Bush consacre les nouveaux héros de l'Amérique meurtrie. Ces héros, pompiers, sauveteurs, ouvriers, qui permettent au président de montrer au monde qu'une semaine après l'attaque, l'Amérique est encore debout, déjà au travail. Ladies and gentlemen, our heroes will now open the marketplace, the green button. Tandis que rouvre la bourse, située à un pâté de maison du site de l'attaque, les 2 tours effondrées forment un gigantesque brasier qui brûle encore, libérant d'énormes colonnes de fumée toxique. Il faudra 3 mois aux pompiers de New York pour réussir à l'éteindre. Le 18 septembre, c'est la directrice de l'Agence pour l'environnement en personne qui vient rassurer les New-Yorkais. La ministre Christine Todd Whitman, une républicaine comme George Bush, déclare « Je suis heureuse d'annoncer aux New-Yorkais que l'air qu'ils respirent et l'eau qu'ils boivent sont sans danger. » J'ai été choqué quand j'ai entendu la directrice de l'Agence pour l'environnement, Christine Whitman, dire que la qualité de l'air était sans danger. Je savais que les contrôles qui avaient été faits ne permettaient pas de répondre à cette question. J'ai pensé qu'elle allait parler de manière très prudente de l'amiante autour du site et pas sur le site. Mais ce n'est pas comme ça qu'elle l'a dit. Tout ce qu'elle a dit, c'est que l'air était sans danger. Nous savions que cela ne pouvait pas être vrai puisque nous avions déjà des patients qui revenaient du site le souffle court et avec des difficultés à respirer. Le docteur Levin est un des premiers à s'inquiéter de la situation sanitaire dans le sud de Manhattan et il ne cessera d'alerter l'opinion publique, sans grand succès. Some degree of reactive airway disease after being exposed for several days at the rubble pile itself. Nous avons été tout près du World Trade Center. Un policier nous a appelés. On avait déjà travaillé avec lui auparavant. Il était très inquiet pour la santé des gens avec qui il travaillait. Il m'a dit, « Il faut que vous nous aidiez. » Je lui ai demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et il m'a répondu, « Mes gars crèchent du sang, il faut nous aider. » Il y avait de la poussière et des fibres partout. On en voyait partout. Nous avons repéré 5 ou 6 endroits. On a pris des sacs en plastique, récolté des échantillons avec des gants, et on les a envoyés au laboratoire. L'avocat Joel Kupferman est un vétéran des causes environnementales. Dès le 19 septembre, il mandate un laboratoire privé pour réaliser des contre-expertises.
And are you getting detections of asbestos in those samples? We have been detecting asbestos in some of the samples, yes. From downtown samples yes. detected? The fact that they were so insistent that there was nothing. Ils insistaient tellement pour dire qu'il n'y avait rien, ou juste un petit peu, et ils n'arrêtaient pas de le répéter. On a trouvé ça suspect. Je suis encore étonné qu'en ayant prélevé que quelques échantillons, au hasard, transmis au labo, nous ayons trouvé d'aussi grandes quantités d'amiante. Et ensuite, vos résultats sont tombés, vos propres résultats. Est-ce qu'ils étaient plus élevés que ceux de l'EPA? 5 fois plus élevés. J'ai reçu un coup de fil de Joel Kupferman, un avocat avec qui j'avais déjà travaillé pour des articles sur l'environnement. Il m'a dit, « Écoute, Juan, quoi qu'en dise l'Agence pour l'environnement, nous avons fait nos propres analyses de poussière et nous avons trouvé des quantités d'amiante et de fibres de verre bien plus élevées que l'Agence. » Je lui ai demandé de passer au bureau et on a regardé ces tests ensemble. J'ai fait un article 2 semaines plus tard qui disait qu'il semblait qu'il y avait plus d'amiante que ne le disait l'Agence pour l'environnement. Mais le premier article du New York Daily News ne rencontre aucun écho. L'heure est au patriotisme, à la chasse aux terroristes. Pendant ce temps, les pompiers continuent leur travail dans une atmosphère surchargée de fumées et de poussières toxiques. Les lois fédérales affirment que toute exposition à l'amiante est dangereuse. Et au-dessus de 1%, on est déjà obligé de porter des combinaisons, des masques. Et l'on doit procéder à une décontamination. Et là, nous parlons de 5 fois plus. Je me rappelle très bien d'une nuit où je suis descendu sur le site. J'ai parlé à un chef qui était effondré comme tout le monde. Je lui ai dit « Hé chef, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait décontaminer avant de rentrer chez lui ?» Il m'a regardé. Je lui ai dit que je venais de passer à côté d'une station de décontamination juste à côté. Personne ne l'avait remarqué. Aucun des sauveteurs qui travaillaient sur le site n'était supervisé. Ils faisaient ce qui leur semblait juste et beaucoup d'entre eux ont fait tout faux. Au début, ils amenaient de la nourriture sur le site et ils la donnaient aux sauveteurs. C'était de la nourriture contaminée. La plupart d'entre eux n'ont jamais été informés qu'il y avait des substances toxiques, qu'il fallait être prudent. Je sais par exemple que beaucoup de pompiers retiraient leurs habits et les jetaient sur le siège arrière de leur voiture. Ils ne savaient pas que c'était toxique. Et ils ont été très en colère quand ils l'ont découvert, parce que leur famille montait aussi dans la voiture. Ils ont pensé que ce n'était que de la poussière. On aurait pu leur dire de mettre ça dans un sac plastique ou garder ça loin de leur famille. Mais personne ne leur a dit ça. On leur a dit, vous ne risquez rien, ce n'est que de la poussière. Après peut-être 6 mois, une année, on remarque qu'on a de la peine à respirer. Tout le monde toussait, mais c'était courant. Finalement, on va chez le docteur, on fait des tests et on découvre que l'on a une diminution de la capacité pulmonaire. Quand j'étais faire mon test, ils m'ont dit que j'avais une capacité pulmonaire diminuée de 18%. Ils appellent ça maladie des voies respiratoires actives. Les poumons se bloquent, on ne peut plus respirer, et si on ne suit pas un traitement, on meurt. Cela me tuera, à moins que je passe sous une voiture avant. C'est ça qui me tuera. Mon test pulmonaire n'était pas bon, une partie de mes poumons est bouchée, mais je dois vivre avec ça. Après 1 semaine, ils ont dit aux gens de revenir au travail. Et après 3 ou 4 semaines, ils leur ont dit qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Ils ne leur ont pas seulement dit de rentrer à la maison, ils leur ont donné de fausses instructions. On nous a dit qu'il suffisait d'utiliser de l'eau et un aspirateur pour nettoyer nos appartements. Dans cette résidence, il y a 1712 appartements. Ça nous a fait rire parce que nous n'avions ni eau ni électricité pour brancher un aspirateur. Comment est-ce qu'on va faire ? Ils nous ont répondu, faites de votre mieux, prenez des sacs poubelles en plastique et débarrassez-vous des déchets. Ça m'a pris en tout cas 6 mois pour tout faire moi-même. Comme il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'ascenseur.
Je faisais 2 sacs à la fois, je descendais à pied 28 étages qu'il fallait ensuite remonter. Et si j'en avais la force, je continuais à nettoyer encore un peu. En mai 2003, l'Agence pour l'environnement est finalement venue nettoyer mon appartement. Ils ont déplacé mes meubles, passé l'aspirateur et ils les ont remis en place. Ils n'ont nettoyé ni ma salle de bain, ni ma cuisine. Et la conduite d'air conditionné non plus. Ce qu'ils auraient dû faire. Les consignes étonnamment rassurantes que donne en octobre l'Agence pour l'environnement aux résidents tranchent avec sa propre pratique. Au même moment, l'agence teste et nettoie de fond en comble et très discrètement ses propres bureaux de New York à l'aide d'une technologie dernier cri. À présent, je suis malade 3 ou 4 mois chaque année, au point que je ne peux plus sortir de mon lit. Je suis constamment sous stéroïdes, ce qui m'a fait grossir de 15 kilos. C'est difficile de maintenir son entreprise comme ça. Je n'ai que 37 ans, c'est très déprimant. J'ai très peur de ne pas avoir longtemps à vivre, de mourir, soit de problèmes pulmonaires, soit à cause du cancer, pour avoir inhalé des poussières et la fumée de l'incendie. À mi-octobre, on nous a donné l'ordre de retourner au travail. J'ai été étonné de voir de la fumée dans les bureaux dans lesquels on nous avait installés. La fumée était très visible. Et depuis la fenêtre du 16e étage de cet immeuble, on pouvait voir le cratère fumant de ce qui avait été le World Trade Center. On pouvait voir la fumée qui montait de l'incendie et rentrait dans notre immeuble. L'incendie a brûlé jusqu'au début de l'année 2002. Nous avons repris le travail un lundi. Le mercredi soir, je suis rentré ici, chez moi, dans le New Jersey. J'ai été réveillé au milieu de la nuit par une crise d'asthme très violente. Mes poumons étaient surchargés, je me sentais vraiment mal. J'ai été voir mon médecin et depuis, je n'ai jamais cessé d'être malade. Nous étions tous inquiets de travailler dans un tel environnement, dans un bureau enfumé, aussi près de l'incendie. Mes collègues ont manifesté leur inquiétude, moi aussi, et j'ai organisé une réunion. La salle était pleine et j'ai demandé qui dans cette salle a été victime de maladies inhabituelles depuis qu'il a repris le travail. Eh bien, littéralement, tout le monde a levé la main. À l'armée, la commission de contrôle de la bourse, l'employeur de Robert Gulak, mène des tests et découvre des taux de 3% d'amiante dans ses bureaux. L'intérieur est décontaminé, l'air conditionné également, mais la façade est laissée aux soins du propriétaire de l'immeuble. La façade du bâtiment n'a jamais été nettoyée. Pendant 2 ans, le propriétaire a refusé de le faire. Il n'y a jamais eu de test indépendant démontrant que l'extérieur était propre. Alors, au début 2003, mon syndicat a financé une série de tests. Et nous avons découvert que le système d'aération avait un niveau de contamination 400 fois plus élevé qu'avant l'attaque. Je tombais toujours malade. Alors j'ai arrêté de porter un masque de papier et j'ai dû porter ce masque. Je devais porter ce truc déjà dans le métro quand j'approchais du sud de Manhattan parce que le métro était aussi contaminé. Et je le portais au bureau toute la journée. Et vous pouvez voir que même si ce masque est assez léger, c'est quand même très gênant de porter ça toute la journée. Laissez-moi vous montrer. A relatively lightweight thing to manage, but you can hear at once my voice is muffled. I sound a little bit like the villain, Darth Vader, in the Star Wars movies. Let me take it off, it's very tiresome. L'employeur de Robert Gulak a reconnu qu'un retour au bureau ne ferait que détériorer encore plus son état de santé et la mise en retraite forcée. Lui aussi, désormais, doit vivre avec la peur qu'un jour, on lui diagnostique un cancer.
Let it go, and when you got no more now, suck it all back in. Very good, thank you. You okay? Yep. Got dizzy? Richard Mulhern fait partie d'un vaste programme médical baptisé Programme des héros du 11 septembre, mis sur pied par l'hôpital de Mount Sinai. Ce programme prévoit de suivre l'état de santé des travailleurs du World Trade Center. Good. J'ai très peur pour l'état de mes organes internes, pour mes poumons. Il y avait du plomb dans l'air, du mercure aussi. Il y avait beaucoup de toxiques qui pourraient affecter mes organes et provoquer un cancer. On ne saura rien avant que je fasse d'autres tests. On ne peut pas prédire à coup sûr le nombre de cancers qui se déclareront parmi ceux qui ont été exposés. Nous sommes inquiets pour certains groupes. Ceux qui ont travaillé sur le site, ceux qui ont participé aux travaux de nettoyage autour de Ground Zero, qui ont travaillé des jours et des mois sans protection, sans formation, sans qu'on les mette en garde. Souvent des travailleurs immigrés. Ceux-là pourraient avoir été très exposés à l'amiante. Et pour ces groupes, on peut craindre qu'ils développent un cancer d'ici à 20 ans. Rien que pour cela, il s'agit pour moi d'une catastrophe sanitaire. Devant le nombre croissant de victimes, un fonds de compensation de 4 milliards de dollars est mis sur pied en 2002 pour compenser les grands malades de l'après-11 septembre. Mais Richard Mulhern, lui, en a malheureusement été exclu. J'ai travaillé 24 heures sur 24 pour essayer de réparer des lignes de communication essentielles pour Wall Street et Manhattan. C'est comme s'ils m'avaient flanqué une gifle. C'est comme s'ils avaient dit « Tout le travail que vous avez fait là-bas ne signifie rien ». Ils n'ont rien fait pour moi. Ils n'ont rien fait pour ma famille. Même pas dit merci. Ces problèmes pulmonaires s'étant déclarés après le délai de clôture du fonds en décembre 2002, le département de la justice a refusé les nombreux recours de Richard. Handicapé à vie par une fracture du genou contractée lors de son travail près de Wall Street, Richard est désormais sans travail, sans assurance et sans ressources. Notre peur, pour moi et des dizaines de milliers d'autres gens, c'est que nous avons été exposés à l'amiante. Nous le savons, car les tests effectués par mon syndicat indiquent qu'il y a encore de l'amiante dans nos bureaux. Nous savons aussi que nous avons été exposés à d'autres substances émises lors de l'attaque des tours, qui multiplient les dommages provoqués par l'amiante. Nous avons peur de développer un cancer incurable d'ici 10 ou 15 ans et peur d'en mourir. J'ai une petite fille et un garçon et j'aimerais les voir grandir, mais je dois vivre avec cette peur. Let me tell you all the story of a gal named Christy on a tragic and fateful day. She had no sense and no scruples, kissed off New York City when she lied for the EPA. We should not have returned, we should not have returned, while the dirty fire still burned. It is shameful, Whitman lied about the air after 9/11 when she said there was no cause for concern. So the residents and workers all went back to downtown thinking it would be okay. They breathed in mercury, dioxin, benzene, lead, and asbestos. More and more of them get sick each day. There's a lesson we must learn, there's a lesson we must learn, and it's serious and stern. Are you listening? Don't put trust in people who love only money when they tell you there's no cause for concern. When they tell you there's no cause for concern. We sent a formal letter. J'ai envoyé une lettre à l'Agence pour l'environnement, à l'État de New York et à la ville. Je leur ai dit, donnez-nous vos tests. Vous dites que tout va bien, donnez-nous vos résultats.
L'agence a été assez rapide. Elle nous a remis 800 pages. Et ce qui était intéressant dans ces 800 pages, c'est que de nombreuses substances polluantes étaient mentionnées, en plus de l'amiante. Elles étaient en quantité plus élevée que les normes fédérales. Et pourtant, elles n'ont jamais été rendues publiques sur leur site Internet. Joel m'a rappelé encore une fois et il m'a dit qu'il avait obtenu tous ces documents. Il me les a remis vers la fin octobre. J'ai commencé à les parcourir et c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment un énorme problème. Le 28 octobre 2001, 700 000 exemplaires de l'affaire du cauchemar toxique sont distribués dans les rues de New York. L'histoire a fait la une et plusieurs pages. Elle a provoqué une vague d'indignation dans toute la ville. Beaucoup de gens étaient déjà fâchés parce qu'ils tombaient malades, mais cette histoire prouvait que ce qu'on leur disait, c'est-à-dire que l'air était sans danger, était vraiment sujet à caution. Toutes les agences fédérales et Christine Whitman ont appelé le journal. Le maire aussi. Il nous a dit « Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de créer la panique. » Le journal a subi une énorme pression. Ils ont attaqué Juan et moi-même. Mais il m'a fallu un peu de temps pour réaliser qu'ils n'ont jamais dit que nous avions tort. Ils nous ont traités d'alarmistes. Et là, j'ai compris que nous avions raison. Est-ce que votre direction a tenté de vous faire taire? Ils ne m'ont pas interdit de publier mes articles, mais ils m'ont rendu la vie plus difficile. Ils n'ont pas arrêté de me poser des questions. Quand ils me publiaient, ce n'était plus en une, mais dans les dernières pages. Je n'ai jamais dû quitter mon poste, mais mon chef de service, celui qui m'a soutenu et publié le premier gros article, lui, il a été déplacé, il est redevenu reporter. La direction de l'agence maintient obstinément ses déclarations rassurantes, mais au sein même de l'EPA, certains commencent à s'inquiéter. Ainsi, le docteur Kate Jenkins, une scientifique expérimentée, reçoit un coup de fil d'une collègue qui éveille ses soupçons. Elle travaillait avec Joel Kupferman. Elle récoltait des échantillons avec lui. C'est une hygiéniste industrielle et elle faisait partie de son équipe. Les chiffres étaient clairs, les siens, mais également ceux de l'Agence pour l'environnement. L'agence disait « il n'y a aucun problème », mais les chiffres même de l'EPA disaient exactement le contraire. Certaines des mesures qui ont été prises les tout premiers jours, par exemple la responsabilité de laisser les ouvriers travailler sans protection adéquate, quand on pouvait encore espérer sauver des vies, je ne vais blâmer personne pour cela. Mais que cela continue après les premiers jours, quand on sait que plus personne n'est vivant, qu'il s'agit de procéder au nettoyage et que l'on autorise ces travailleurs à opérer pendant 50 jours sans protection, ça c'est criminel. C'est un crime. Un crime contre la vie, contre la santé, c'est contre la loi. Je suis en colère, très en colère. Il me faut beaucoup de volonté pour avoir l'air calme. C'est pour ça que je crie ma colère depuis 3 ans. Mr. Ladner is the representative who represents the district we're talking about directly, Ground Zero. And at this time, Mr. Nadler, you have the floor. Membre démocrate du Congrès, Jerrold Nadler tente alors d'empoigner le dossier et de relayer la colère de ses électeurs de Manhattan. À Washington, il mandate le bureau du médiateur, un organisme de l'EPA chargé d'enquêter sur demande du public ou des parlementaires. Hugh Kaufman sera chargé de l'enquête
on pense que la vérité va enfin sortir. On a interviewé des centaines de gens et de témoins. Nous avons confirmé que l'EPA, l'Agence pour l'environnement, ne faisait pas son travail de protéger les gens après le 11 septembre. Nous avons recommandé que l'EPA fasse son boulot, nettoie le sud de Manhattan et cesse de mentir. Quelle était la destination finale de votre enquête? À qui s'adressait-elle? Nous devions rédiger un rapport et remettre nos recommandations à la direction de l'EPA et au Congrès. Nous devions proposer comment régler le problème. Mais parce que l'administration Bush n'aimait pas ce que nous avions trouvé, le bureau du médiateur auprès de l'EPA a été supprimé. Il n'y a donc plus de bureau des plaintes. S'il y a un problème à l'EPA, il n'y a plus personne pour enquêter et faire des recommandations pour résoudre le problème. Ça n'existe plus. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, in the White House, the President's Council on Environmental Quality is a happy man. Everything's looking fine to reopen Wall Street. Bush is going to be very happy with me. Actually, sir, New York City's recorded astronomical levels of asbestos. It's not asbestos until we say it's asbestos. You haven't actually gone and told anyone about this, have you? Well, I drew up this press release. Let me see that. Asbestos at dangerous levels of asbestos. No, no, no. Well, I never saw a press release yet that couldn't be improved with a little judicious editing. There we go. No dangerous levels of asbestos. La vérité va pourtant dépasser la comédie de cabaret. Mais il faudra finalement 2 ans pour qu'une autorité de contrôle de l'administration finisse par ouvrir une enquête sur les agissements de l'EPA. L'inspecteur général de cette agence livre son rapport en août 2003. C'est une bombe qui confirme les accusations contre l'agence. Il révèle que la Maison-Blanche elle-même a réécrit systématiquement les communiqués originaux de son ministre de l'Environnement pour les rendre plus rassurants. Par exemple, le communiqué du 13 septembre. L'agence a appris avec grand soulagement qu'il ne semble pas y avoir de poussière d'amiante à un niveau significatif dans l'air de New York. Le communiqué original ajoutait: Cependant, même en très faible quantité, l'agence considère que l'amiante est dangereuse dans cette situation. Les grands ciseaux de la Maison-Blanche sont passés par là et la mise en garde a été supprimée. Dès le 11 septembre déjà, c'est le conseiller personnel du président Bush en matière d'environnement, James Connaughton, qui va influencer la communication de l'agence. Tous les communiqués sont retouchés par ses soins. Ni James Connaughton, ni Christine Todd Whitman n'ont accepté nos nombreuses demandes d'interview. L'inspecteur général, lui aussi, s'est heurté à un mur de silence. Nous ne sommes pas parvenus à parler avec des membres de la Maison-Blanche directement. Notre rapport leur a été soumis, mais ils n'ont pas accepté d'entretien direct. Avez-vous été en mesure d'établir la raison de ces manipulations ? Ce que nous avons appris des entretiens que nous avons eus avec quelques personnes au sein de l'EPA, c'est qu'il y avait d'autres priorités en concurrence. Des priorités comme rouvrir Wall Street ou des intérêts liés à la sécurité nationale. Qu'est-ce que ça veut dire, des intérêts de sécurité nationale ? Je ne sais pas. La personne que nous avons interrogée ne le savait pas non plus. Richard Clarke, l'ex-grand patron du contre-terrorisme américain, raconte dans son livre qu'il se rappelle le président Bush, la nuit même du 11 septembre, disant aux personnes présentes dans la salle des opérations de la Maison-Blanche qu'il voulait rouvrir Wall Street le plus vite possible. Il voulait rouvrir le lendemain. On lui a dit que c'était impossible. Alors il a dit « le plus vite possible ». Il est donc clair que très tôt la Maison-Blanche s'est inquiétée que Wall Street ouvre à nouveau. Et ils avaient peur que cela soit compromis par de mauvaises nouvelles en matière d'environnement.
Est-ce que vous avez réussi à savoir si les risques pour la santé ont été minimisés en pleine conscience? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si les décisions ont été l'objet d'une pesée d'intérêt entre l'économie et la santé des gens. Nous savons, grâce au rapport de l'inspecteur général, que le président et la Maison-Blanche, immédiatement après le 11 septembre, étaient très inquiets et souhaitaient minimiser l'impact sur l'économie et faire redémarrer Wall Street aussi vite que possible. Il n'y a rien de mal à cela, c'est parfaitement légitime. Ce qui n'est pas légitime, c'est de subordonner la vie et la santé des New-Yorkais à cet objectif. Il est clair à la lecture de ce rapport qu'ils ont voulu rassurer les gens.